Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, à vrai dire. Donc, d'abord les présentations. Moi, je m'appelle Marco Heimann. Je viens de Munich. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capitale de la Bavière. Je suis venu à Toulouse il y a 6 ans maintenant pour donc étudier à la fois les sciences de gestion, donc l'économie, et la psychologie. Et en décembre dernier, donc j'ai obtenu un doctorat dans les deux disciplines. Pour des recherches qui portent sur donc, des situations qui impliquent des critères financiers et des critères moraux. Donc, j'ai changé un petit peu le titre de la présentation par rapport à ce qui est sur le flyer, parce que en fait, je mettrai l'accent sur mon objet d'étude en fait. Et mon objet d'étude, c'est vous, enfin c'est nous, moi aussi, je m'inclus là. C'est-à-dire la personne, l'homme, comment il décide dans une situation donnée. Donc je m'intéresse à la question de la prise de décision individuelle. Alors, pour commencer, donc, comment est-ce qu'on décide? Le point de vue le plus dominant donc, depuis les années 60 en économie remonte à Gary Becker. Donc j'ai décidé de faire une présentation assez simple, vulgarisante en fait, donc pas très dans le détail. Si jamais vous voulez plus long, je mettrai à disposition la présentation. Donc à la fin il y a une biblio si vous voulez vraiment aller chercher les documents que je cite, vous en avez l'occasion. Donc en fait Gary Becker, professeur de Chicago, aujourd'hui il émérite là-bas. Qu'est-ce qui lui arrive? En fait, un jour, il va à son université, il va à un rendez-vous, et il est très en retard. Donc il est pressé, il veut arriver absolument. Et arrivé à l'université, il n'y a pas de place de parking. Il tourne en rond, il ne trouve pas de parking, il est vachement en retard. Et là, il trouve une place, mais sur un trottoir, donc une place où il risquerait une amende. Alors, il ne réfléchit pas longtemps, il se gare, il va à son rendez-vous. Mais cette situation, elle le travaille, il y pense en permanence. Et en fait, il émet cette hypothèse qu'en fait, quand nous prenons une décision sur faire un acte moral, nous faisons ce qu'on appelle en fait une analyse coût-bénéfice, tout simplement. C'est-à-dire, lui, ce qu'il a fait dans la situation donnée, il a tout simplement estimer le bénéfice, donc arriver à temps pour sa présentation, enfin pour sa réunion, le coût, c'est-à-dire une amende pour le parking, $20 chez lui, et certainement la probabilité d'être prise. Donc ça, c'est le paradigme dominant pour analyser, pendant un très longtemps, pour analyser les prises de décision individuelles dans des situations où on prend une décision morale. Mais bien évidemment, il a ses mérites, donc il a pu expliquer beaucoup de situations et aider à beaucoup de choix, mais il a des limites. Donc en fait, il y a des valeurs qu'on appelle des valeurs sacrées, donc qui pèsent pas dans cette équation-là et qui sont importantes. Donc là, en fait, un grand débat, en fait, c'est des points de vue qui s'affrontent toujours. Hein. Est-ce qu'on réfléchit de manière à faire une analyse coût-bénéfice ou est-ce qu'on se repose plus sur des normes sociales où il y a, bien évidemment, il y a des modèles conjoints. Donc, pour la suite, j'ai décidé de vous présenter les deux pans de la recherche sur le comportement individuel moral. Donc, dans un premier temps, on va voir le comportement qu'on peut dire qualifié comme mal, donc le fait de tricher. Et ensuite, on va voir de plus près les comportements prosociaux ou le comportement altruiste. Donc, une première question sur les comportements que j'appelle de triche, c'est de savoir est-ce que la distribution des tricheurs, est-ce que c'est distribué dans toute la population? Est-ce que tout le monde triche? Ou est-ce que finalement ce ne sont que quelques individus malveillants
qui sont à l'origine de la triche. Donc, pour étudier ce genre de questions, en fait, et là je fais une petite parenthèse sur un aspect méthodologique, donc comment est-ce que nous on travaille dans la finance comportementale. Donc on va avoir des personnes comme vous, monsieur et madame tout le monde, on les place dans une situation où ils sont payés pour résoudre des problèmes. Ici en fait on a une grille de chiffres où en fait dans la grille il y a 2 chiffres qui s'additionnent à 10 et les personnes plus ils ont une feuille avec 10 questions comme ça et plus ils résolvent 2 questions mieux ils sont payés pour l'exercice. Donc si vous cherchez toujours en fait c'est 3,91 et 6,09. Mais en gros vous voyez la tâche elle est assez facile on trouve, par contre ça met du temps, donc si on met une limite de temps vous n'arriverez pas à la fin de l'exercice. Et ensuite dans cette salle tout le monde résout les tâches. Au bout de 5 minutes on arrête, tout le monde pose le stylo et maintenant on demande aux gens s'il vous plaît allez au fond de la salle, mémorisez le nombre de bonnes réponses que vous avez données. Là vous avez un broyeur, vous mettez la feuille dedans, vous broyez vos réponses, ensuite vous venez me voir, vous me dites le nombre de bonnes réponses que vous avez données et je vais vous payer en conséquence. Ce que ne savent pas les gens, c'est que le broyeur, il broie juste les côtés de la feuille et en fait, en score agrégé, on a les nombres de bonnes réponses qu'ont donné les gens. Donc en fait, on peut ici dans la situation comparer le nombre de bonnes réponses réelles qu'ils ont données et le nombre l'argent qu'ils ont encaissé en fait. Donc ce qu'ils ont auto-rapporté. Et en fait, ce qu'on trouve quand on analyse ce genre de situation, c'est que en fait, tout le monde triche un peu. Donc, en fait, chacun d'entre nous a tendance à tricher de temps en temps. Mais on le fait toujours dans la limite quand on arrive à se concevoir soi-même comme une personne honnête, comme une personne moralement bien, je veux dire. Donc, à partir de là, donc, puisque tout le monde triche un petit peu, on s'est intéressé à la question de comment on peut influencer en fait, quels sont les facteurs qui vont faire que quelqu'un triche plus ou moins dans une situation donnée. Et donc là, il y a beaucoup de facteurs. Un premier, j'ai mis Princesse Alice. En fait, c'est un argument qui est beaucoup mis en avant par les religieux. C'est de dire, en fait, la religion, c'est à l'origine de la cohésion sociale. Et ça crée un avantage certain d'avoir un code moral commun à une société, dans la coopération, dans la réciprocité et dans les échanges. L'expérience qu'ils ont menée, en fait, c'est avec des enfants, c'est vraiment assez intéressant. C'est-à-dire, en fait, là, c'était des enfants qui avaient l'occasion de tricher pour avoir plus de bonbons. Hein. Et en fait, dans une situation contrôle, ils ont juste l'occasion de tricher. Et dans la situation expérimentale, en fait, on leur raconte avant de passer l'expérience que une princesse Alice invisible se promène dans les bâtiments de leur maternelle. Et en fait, il se trouve, juste en évoquant cette histoire de la princesse invisible, elles vont tricher moins dans la tâche. Donc ça, c'est une expérience qui est en faveur donc, de cet argument. Par contre, chez des adultes, quand on fait des interventions sur les entreprises, par exemple, avec des codes d'honneur, des chartes éthiques, et donc tout ce qui rappelle de l'éthique, on se rend compte que ça ne marche pas très bien en fait. Enfin, un autre aspect qui favorise donc la malhonnêteté en fait, c'est ce que j'appelle ici la distance psychologique de l'argent. En fait, l'idée ici, c'est que dans les expériences, en fait, on compare tout simplement est-ce qu'on va payer les gens avec de l'espèce, de l'argent réel,
ou est-ce qu'on va leur donner des jetons comme ici de casino, ou des points sur un ordinateur, ou quelque chose qui remplace. Et en fait, on se rend compte qu'avec de l'argent réel, on a beaucoup moins de triche. Donc, vous voyez ici l'impact de ce genre de résultats pour la vie de tous les jours. Donc, dites-vous que payer en liquide n'est pas du tout la même chose que de payer avec une carte de crédit, ou voire de transférer une somme d'argent depuis votre compte sur un autre compte avec 2 clics. Donc, c'est en augmentant la distance psychologique de l'argent, on favorise donc les tricheries ici dans ces résultats. Enfin, bien sûr, l'environnement social joue également. Là, par exemple, dans l'expérience avec les tâches à résoudre, en fait, ils ont placé donc un comparse, un acteur parmi les sujets. Et en fait, au bout de 30 secondes, l'acteur il se lève, il commence à dire ok, j'ai fini, j'ai tout résolu. Il broie le papier, il va voir, il encaisse l'argent et il s'en va. Il est évident qu'il n'a pas eu le temps de résoudre tous les problèmes, toutes les tâches. Effectivement, en voyant quelqu'un se comporter de la sorte, les gens ils font la même chose. C'est-à-dire tout simplement les comportements où les gens augmentent leur propre score augmentent aussi. Donc pour l'instant, en fait, ce que je décrivais, c'était des situations où en fait on avait un comportement en une fois, en fait, donc une situation unique. Mais qu'est-ce qui se passe dans le temps, en fait, si on observe la tricherie dans le temps, donc à des occasions répétées. Donc, dans ces expériences-là, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, quelqu'un qui va avoir un score de tricherie assez basse pendant un certain moment peut switcher. Donc, en fait, c'est pas une augmentation de la triche qui serait graduelle, mais plutôt un changement de comportement subit. Donc, on switch plutôt que d'augmenter graduellement. Pour revenir, donc une fois qu'on est en mode triche, comment est-ce qu'on peut revenir ? On a essayé beaucoup de choses. Ce qui a marché le mieux, c'est l'idée de faire table rase, en fait. On recommence à écrire sur une feuille blanche, on recommence à zéro. Ce qui rappelle un petit peu l'idée de la confession. Donc, on a encore ici cette notion de religion. Donc, en fait, l'idée de se confesser, de recommencer à zéro pour abaisser la triche. Donc, ça avait assez bien marché dans les expériences. En fait, je ne vais pas m'étayer sur les aspects culturels. En fait, il y a une tendance invariable. Donc, tout le monde triche. Bien sûr que vous avez des spécificités. Donc, ce qui peut être considérer de la triche dans une société ne l'est pas forcément dans une autre. Enfin, donc là, c'était les comportements négatifs. Et maintenant, on va voir donc tout ce qui est comportement pro-social, voire altruiste. Donc, en fait, la définition, elle est toute simple, c'est-à-dire pro-social ou altruiste, c'est juste en fait un terme économique. Si vous encaissez un coût dans un comportement qui bénéficie à quelqu'un d'autre, vous créez un coût et vous n'avez aucun bénéfice là-dessus. Donc, dans ce genre de comportement, c'est-à-dire les dons, ça peut juste être d'aider quelqu'un dans un déménagement ou quoi que ce soit. Donc, dans ces comportements, en fait, je résume ici donc les 2 grands types de facteurs qu'on a. Le premier, ça c'est une assez bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est l'image de soi, donc l'altruisme en soi. Donc, en fait, on a tous envie de nous considérer comme quelqu'un de bien, d'altruiste. Donc, il y a cet aspect-là. Mais par contre, il s'avère que dans des expériences, on a pu mettre en évidence que l'image de soi est sujet à une alternation, et peut être sujet à ce qu'on appelle une éthique compensatoire. C'est-à-dire,
pour faire simple, en fait, avoir fait du bien dans un domaine vous donne une licence pour faire du mal dans un autre domaine, ou voire même dans le temps. En gros, l'idée, c'est tout simplement que, en fait, s'il y a une jauge, et en fait, si vous faites du bien le matin, le soir, plus besoin. Je caricature, mais c'est un peu ça l'idée. Donc c'est pour ça que j'ai mis la pendule. Donc vous pouvez passer donc toujours d'un côté, et forcément vous revenez à l'autre. Enfin, donc ça c'est l'image de soi, donc qui nous concerne, nous, je m'inclus. Mais on a aussi le côté image sociale. Donc ça, en fait, en économie, on a beaucoup de statistiques très illustratives de ça. C'est qu'en fait, tous les comportements prosociaux qui sont visibles sont plus élevés que ceux qui ne le sont pas. Donc en fait, quand on fait du bien, on veut que ça se voit par les autres et on veut être acclamé pour l'avoir fait. Enfin, il y a ce côté, clairement, enfin, si vous regardez le nombre de dons, les montants des dons anonymes par rapport au montant des dons où le donateur va afficher son nom, c'est dérisoire, vraiment. Donc l'idée, c'est vraiment, ici, qu'on a une tendance à vouloir à vouloir gagner en réputation, en quelque sorte, pour ce qu'on a fait de bien. Ce qui fait que, en fait, d'un côté, c'est un bon côté, parce qu'en fait, on peut tout simplement agir dessus, c'est-à-dire en mettant un choix ou une action publique, donc en l'exposant devant un public, on peut donner un coup de pouce au comportement prosocial. Hein. Mais ça aussi, ça crée également un déséquilibre, tout simplement vers tout ce qui est visible. Meilleur exemple, prenez les chauffages géothermiques et les panneaux solaires. Là, clairement, vous avez, si on garde constante toute considération économique, dans le choix, en fait, si vous avez des panneaux solaires sur votre toit, votre voisin, il le voit tous les jours quand il passe devant, donc il va en vouloir peut-être. L'installation géothermique, il la voit peut-être une fois quand elle est installée, mais il la verra pas tous les jours. Donc l'effet de l'image sociale ici, il est beaucoup moins saillant. Donc il faut toujours être conscient de ce déséquilibre. En fait, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on rajoute dans cette équation une incitation financière? C'est-à-dire, si vous avez un comportement prosocial, donc on mettrait les panneaux solaires, et pour cela, on fait ce qu'on appelle une incitation financière. Donc c'est juste un graphique que j'ai emprunté. Ici, vous avez l'incentive, et là, ils appellent ça aggregate supply, mais c'est le comportement prosocial. L'idée, c'est tout simplement, si vous n'avez aucune incitation, bien évidemment, le comportement prosocial va être assez bas. Et par contre, à partir d'un certain moment, le comportement, avec une augmentation des incitations, peut s'inverser si le choix il est public. S'il n'est pas public, ce n'est pas le cas. L'idée, en fait, c'est qu'ici, ce qui se passe psychologiquement, c'est qu'il y a une inversion de l'attribution causale de l'action. Pour faire simple, ce qui est fait n'est plus fait pour la bonne cause. La personne qui le fait ne le fait pas parce qu'il est altruiste et bien, mais il le fait juste pour l'argent. Puisqu'il en est conscient, il va moins se le faire. Donc ça, c'était les comportements prosociaux. Et en fait, en dernier, en fait, là on voit très bien que en incluant la composante argent dans une relation, on change la nature de la relation. Il y a effectivement beaucoup de situations où c'est le cas. Je pense aux situations amoureuses. Imaginez que vous sortez avec votre amoureuse et à un moment donné vous commencez à lui parler
du prix et de l'argent que vous dépensez dans le dîner, ben, ça va plutôt mal se passer. Quand je vous invite chez moi et au lieu de me ramener une bouteille de vin, vous arrivez avec un billet d'argent et vous me dites tiens, achète la bouteille, tu t'y connais mieux en vin, je vais pas apprécier le geste. Hein. Vous voyez en fait l'idée ici, c'est qu'on a dans nos relations sociales toujours un continuum, on se situe toujours sur un continuum qui passe des normes de marché, qui est entre les normes de marché et les normes sociales. Donc, quand vous êtes dans une relation avec n'importe qui, que ce soit au travail ou dans votre vie privée, demandez-vous toujours à quel endroit de ce continuum est-ce que je me situe et où est-ce que je souhaite me situer dans cette relation. Donc, voilà, donc les exemples n'en manquent pas en fait. Donc en gros, ici, si dans des situations comme ça, donc les comportements d'aide, j'introduis l'argent, ben dans un premier temps, les gens ils vont aider moi. Imaginez que c'est des expériences qui ont été menées, on demande aux gens d'aider leurs voisins pour un déménagement. Si on le demande tout simplement, est-ce que tu me donnes un coup de main pour déménager, ils vont volontairement le faire, mais si on sonne à la porte et tiens 2 € pour que tu m'aides, ça les incite pas plus. Ils vont peut-être dire ok, donne-moi 50 € et on commence à parler. Donc à partir d'un certain moment, bien sûr, l'argent va avoir son effet. Donc pour les comportements d'aide, c'est clairement ce qui se passe. Hein. Donc au départ, on a une baisse du comportement et puis bon, ça revient. Pour les cadeaux, donc l'exemple avec la bouteille de vin, ce que je disais, donc afficher le prix d'un cadeau transgresse également une norme sociale, et bien que ça peut être parfois plus efficient. Hein. Donc directement évoquer l'argent, si c'est moi qui ai choisi le vin, il va peut-être être meilleur. Hein. Donc vous pouvez toujours avoir, même s'il y a une efficience augmentée en termes économiques, une perte en capital social, en relationnel. Et donc, en dernier, donc pour finir, je souhaite insister sur l'importance de ces faits donc dans la société, pourquoi c'est important. Et j'ai choisi l'exemple de l'expérience de la garderie. Donc c'est une expérience qui était en situation réelle. Donc dans cette garderie, en fait, ce qui arrivait régulièrement, c'est que les gens, le soir, ils finissent tard au boulot, ils arrivent en retard pour les enfants et ils sont vachement désolés, ils s'excusent, bon, j'ai pas pu faire autrement, ça n'arrivera plus, donc ils vont chercher un enfant. Et ce qu'ils ont fait, donc les économistes sont intervenus, ils ont dit ok, ce qu'on va faire tout simplement, on va compter le nombre de minutes que vous êtes en retard, et à la fin du mois, pour chaque 10 minutes, vous allez payer 1 € ou 5 €, j'ai plus le montant en tête. Donc voilà, on instaure une règle financière pour justement empêcher que les gens ils vont arriver en retard. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans la tête des gens, on est passé d'une relation avec une norme sociale, ne pas arriver en retard, à une norme de marché, donc à un échange de biens. Donc qu'est-ce qui s'est passé chez eux ? C'est qu'ils étaient au retard en boulot, ils se sont dit je suis en retard, mais bon, de toute façon, je les paye. Donc ils sont arrivés plus en retard qu'avant. Donc l'effet était indésiré. Et ça, c'est la dernière chose que je souhaite vous dire, c'est qu'en fait, une fois qu'ils étaient passés à cette norme de marché, pour pouvoir revenir à la norme sociale, ils ont mis beaucoup, beaucoup de temps. Donc, agir sur cet aspect-là de la relation est très important dans nos échanges. Voilà. Donc, c'était un peu différent de ce qu'on a vu avant.
Sur le sujet de l'éthique quant aux normes sociales et financières, est-ce qu'il y a des questions dans cette assemblée? Oui. Avec quelque chose comme ça, est-ce que vous pensez que du coup, c'est normal, par exemple, que les médecins soient payés, ou est-ce qu'ils devraient gagner leur vie, enfin, il ne devrait pas y avoir un lien direct entre leur travail, le fait de soigner, et leur rémunération ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'on peut garder une éthique avec de l'argent? Juste Est-ce qu'on peut garder une éthique avec de l'argent? Oui, je pense que oui. Je suis pas sûr de saisir le sens de votre question. Moi, en fait, sérieusement, je n'ai pas de code moral à moi que je souhaite communiquer aujourd'hui. Je pense que c'était pas mon but le but de l'intervention. Après, le but pour moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'était plutôt de vous situer et de faire un choix, parfois un choix éclairé de vos relations. Donc, est-ce que si vous travaillez pour quelqu'un, il vous fait des cadeaux pour peut-être passer dans une relation plus amicale, plus norme sociale que norme de marché? Faut en être conscient. Parce que du coup, quand quelqu'un vous paye, vous fasse des cadeaux et des choses comme ça, vous êtes beaucoup plus enclin à rester plus tard le soir que s'il vous paye une prime à la fin du mois. C'est plutôt dans ce sens-là que je voulais intervenir, à vous dire, vous êtes dans des relations de marché, et tout le monde en est, ça c'est inévitable, et c'est même, je suis pas contre, et vous êtes parfois dans des normes sociales. Soyez conscient de l'endroit où vous vous situez et agissez dessus. C'était plutôt dans cet aspect-là que... Et pour les médecins... Ouais. Il y a deux questions là-haut. Vas-y. Ouais. Est-ce que vous pensez que l'altruisme pur, ça existe? Ou alors est-ce que nos bonnes actions, elles se sont toujours guidées par des raisons cachées L'altruisme pur, en fait, c'est un grand débat. Dans les recherches que je vous ai montrées, il y a beaucoup de gens qui pensent l'avoir mis en évidence. Donc, en fait, c'est quand leur idée, c'est toujours de soustraire les soucis d'image et les soucis d'image de soi du comportement prosocial pour réduire au comportement, à ce qui reste en altruisme. Là, vraiment, je sais qu'il y en a qui le prétendent. Moi, j'ai jamais été convaincu par un protocole expérimental pour pouvoir l'affirmer aussi. Ensuite, au niveau, mon avis personnel, tout simplement, oui. Vous n'avez qu'à regarder une mère qui s'occupe de son enfant. C'est purement altruiste. Élever un enfant aujourd'hui, ça, économiquement, ça le vaut pas. C'est... Merci pour votre intervention, et notamment merci parce que justement j'avais peur que ce soit les rapports entre les personnes qui soient vus uniquement d'un point de vue économique. Parce c'est un peu l'image qu'on peut avoir, surtout en vue du titre, les rapports financiers entre deux personnes. Donc du coup, c'est pas tout à contre-pied ce que j'imaginais, et c'est tout agréable. Par contre, je pense que c'est quand même, on va dire, les rapports qui se développent le plus, parce qu'on voit quand même que l'augmentation des procédures, les procédures judiciaires, les rapports deviennent de plus en plus procéduriers. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, par rapport à ce qu'on disait au début entre coûts et bénéfices, c'est-à-dire qu'on évalue beaucoup plus les coûts. Je pense pas que ce soit par masochisme, c'est qu'on estime aussi les bénéfices qu'il peut y avoir, donc pas forcément entre les personnes, mais au niveau relationnel, au niveau commercial et tout ça. Donc voilà, il y a quand même une volonté d'avoir plus de bénéfices, et je pense que alors du coup, je suis en train de le faire. Au niveau donc, de ce
que vous disiez sur l'éthique et sur les rapports qu'on doit faire par rapport à l'argent. Globalement, l'éthique, ça a plus ou moins été posé par ceux qui avaient le plus de fortune. Donc on va voir par exemple que voler une montre c'est mal. Par contre, créer du chômage ou alors faire spéculer sur la dette d'un pays, par contre, ça c'est pas illégal, c'est pas très bien, mais par contre on va pas le condamner de la même façon. Du coup, est-ce que déjà, première question, c'est est-ce que déjà dans votre thèse il y a une conclusion, plus qu'un constat, est-ce qu'il y a une certaine conclusion, notamment sur le fait de tricher, qui peut être le plus gros tricheur. Donc voilà, est-ce que au final, il y a ce rapport-là entre les différentes façons de tricher et au final, l'éthique qu'on met derrière. Ok, donc par rapport à ça, je pense que donc ça en fait c'est ce que je vais présenter aujourd'hui, c'était surtout descriptif. Hein, donc je vous ai décrit des mécanismes cognitifs et des facteurs qui peuvent influencer un choix et non pas prescriptifs en fait. Donc je n'ai pas fait de conclusion sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Sur la question des comportements que vous avez évoqués, comme les spéculateurs et les choses. En fait, l'idée ici, c'est qu'en fait, les recherches que je vous ai montrées, c'est des recherches qui sont valables pour l'ensemble de la société. Ensuite, mais là je suis pas tellement spécialiste, vous avez des recherches qui sont plutôt en pathologie en fait. Vous avez des recherches qui s'intéressent aux aspects pathologiques de la fraude, donc qui vont s'intéresser au cas du Bernie Madoff, de M. Cahuzac en France, à ce genre de situation et qui vont chercher à détecter des aspects pathologiques. Je pourrais pas trop vous en parler parce que ce n'est pas trop mon domaine. Moi, je sais qu'il y a un grand nombre de facteurs qui peut faire que vous et moi, nous pouvons devenir des fraudeurs à grande échelle. Donc, tout ce que je vous disais, c'est si votre environnement social le fait, si vous avez l'occasion répétée de le faire, il y a tout un ensemble de facteurs qui peuvent vous et moi qui peuvent nous conduire à agir de la sorte. Voilà. Donc il y a ces deux aspects, pathologiques et les conditions qui font que. Et moi je suis intervenu sur les conditions évidemment. Oui. Oui. Alors il y a un point qui m'a vraiment intéressé, même si toute l'intervention était très intéressante. C'était sur la dématérialisation de l'argent. Oui. Je voulais savoir si vous aviez d'autres cas de figure à nous apporter. Par exemple, est-ce qu'on dépense plus avec une carte de crédit Oui, évidemment. Oui. Est-ce qu'on dépense, dans quel domaine on dépense plus, par exemple? Est-ce qu'on dépense moins dans d'autres domaines que dans un domaine? Oui, mais ça c'est tellement intuitif aussi. Hein. Là, ce que je disais, c'était par rapport à la triche, en fait. Hein, donc la dématérialisation fait que l'on triche plus. Mais vous avez toute une série de recherches sur ça, les conséquences du fait d'utiliser des cartes de crédit et notamment le fait de dépenser davantage qui existe, oui. Enfin, si ça vous intéresse, je vous laisserai de toute façon le PowerPoint, vous pouvez le récupérer, il y a une biblio à la fin. Et oui. Une question qui est un peu plus vaste, peut-être, qui rejoint aussi ce qu'on disait avant sur les firmes comme Monsanto qui en quelque sorte, c'est un peu de la triche, c'est de faire quelque chose qu'on contrôle complètement et qui va nous rapporter de l'argent. C'est tricher en quelque sorte tricher sur une science pour un aspect financier. Ma question, c'est en fait si c'est pas vraiment plus une question politique également. C'est-à-dire que si cette forme de triche est légale du point de vue de la politique,
qui est mise en place, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la triche? Et est-ce que les gens se sentent coupables en tant que tricheurs si c'est politiquement légal? Je sais pas si c'est... Si, c'est... Mais oui, enfin... Enfin, comment on le dit déjà, la loi, la loi est toujours la loi du plus fort, un truc comme l'ex. J'ai oublié, c'est un dicton en latin, j'ai oublié. Mais c'est en gros la loi, c'est toujours celle de ceux qui sont au gouvernement, enfin qui règnent. La véritable question, en fait, c'était plutôt si la personne se sentirait moralement tricheur si politiquement c'est totalement correct dans le régime psychologique. Oui, j'ai compris. C'est intéressant. Alors, ce dont je serais certain, c'est que s'il se situe dans un environnement où la triche est la règle, il sera plus enclin à le faire. Ça, vous l'avez compris. Ensuite, je n'ai pas connaissance d'une étude qui s'intéresse au fait de la légitimisation d'un comportement. Mais là, en fait, encore, on est dans l'idée de juger une légifération en cours, quoi. Enfin, donc, il faudrait que je n'ai pas connaissance d'études sur ça, et je ne saurais pas vraiment trancher. Sur les conséquences psychologiques de ça, je ne sais pas. Oui. Une remarque, il me semble que les assurances qui utilisent le big data utilisent aussi les réseaux sociaux pour détecter les tricheurs qui se vantent de leur triche. Qui se vantent, oui. Qui se vantent et qui publient par exemple sur les réseaux sociaux. Ah bah tiens, j'ai fraudé à l'assurance et aujourd'hui j'ai eu un dédommagement de 250 €. Les assurances se sont rendues compte de ce mécanisme et utilisent les réseaux sociaux dans leur base de données et recouper et analyser les fichiers. Non, mais c'est bien évidemment, ces mécanismes-là, ils sont aussi exploités par les industriels. Ça, je ne m'en cache pas. Hein, bien sûr que c'est connu et là, je ne vous ai pas présenté que ma thèse. Hein, donc c'est des recherches connues et ils sont appliqués. Alors, on laisse 3 prises de parole, après c'est terminé, je pense d'abord pour ceux qui n'ont pas déjà parlé. Comment on peut se situer sur, quand on échange avec une personne sur les valeurs de marché, les valeurs sociales, on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y avait de l'altruisme pur, et est-ce qu'il y a l'inverse de l'altruisme pur? En cas de nécessité, par exemple, on se retrouve à faire des choix sans plus considérer est-ce que c'est bien pour une personne ou bien socialement. Est-ce qu'on peut tricher complètement? Disons que je pense que vous pouvez être altruiste dans une situation et puis égoïste dans une autre situation, mais... Complètement égoïste, parce que par contre, on n'est plus du tout influencé par l'image qu'on a de nous-mêmes. Je pense qu'en cas de nécessité de survivre, on ne sera plus du tout influencé par l'image qu'on va avoir auprès des autres ou l'image de nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des cas? Oui, je pense que oui, dans une situation, là on est vraiment dans la question de la situation donnée. Dans une situation donnée, il se peut que vous agissez et tout le monde va agir de manière égoïste. Surtout quand il est question de survie et des choses comme ça, oui, évidemment, on a des instincts qui... Oui, allez-y. Moi j'ai une question qui reprend un peu la même que celle qui a posé Raph. C'est donc quand je bois mon café le matin, c'est très altruiste, je cherche à avoir un impact social, sur la société. Comment est-ce que je peux voir comment réagit la personne qui justement reçoit cette proaction? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez connaître des signes qui vous renvoient le statut de votre relation, en fait, c'est ça? Altruiste ou
finalement pour les CFD? Bonne question. Disons qu'en fait, je ne peux vous dire que les comportements qu'on a testés dans les expériences où clairement on a su déplacer la relation sociale par l'introduction de la valeur d'échange, quoi. Enfin, c'est-à-dire en mettant en parlant d'argent au dîner, enfin, ça avait marché, comme pour la crèche, enfin, la garderie, en mettant un prix sur le retard. Enfin, là, en fait, l'idée dans cette relation-là, c'est toujours pour des choses qui, normalement, nous semblent être vraiment une norme sociale, donc sans nécessité de contrat ou de valeur d'échange. Quand il y a une valeur économique, l'argent qui est introduit, vous n'êtes plus dans la relation sociale. Donc je chercherai des signes comme ça chez l'autre. On ne parle pas de triche, mais on parle d'échange. Non, ce n'était pas les recherches sur la triche. Et ben, ça peut être une sorte d'asservissement. On impose quelque chose, on impose de travailler plus pour un certain salaire, comme l'offre d'un cadeau avec plus, c'est autre chose. Oui, non, en fait là, par exemple, pour le travail, ce que je voulais dire, en fait, prenez l'exemple, je vais prendre mon exemple. J'ai travaillé, par exemple, j'étais saisonnier dans les Landes. Et quand on a commencé à m'offrir des choses dans le bar où je travaillais, c'était devenu de plus en plus une relation amicale avec les employeurs. Du coup, la fermeture arrive, j'ai fini et bon, tu restes encore un coup. J'étais beaucoup plus enclin à le faire s'il m'aurait donné 5 € à chaque fois qu'il m'avait payé un verre. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Mais il faut en être conscient pour pouvoir juger. Ah oui, non, mais j'ai reçu ça comme cadeau. C'est pas pour autant que je vais faire ça. Ou oui, bon, je suis à l'aise dans cette relation sociale. Et bon, s'il faut que je reste un peu plus, c'est pas grave. L'idée vraiment, c'est que est-ce que je le souhaite comme une relation de marché avec mon employeur, ou est-ce que je le souhaite comme une relation plutôt sociale? Il peut se faire à l'insu ou pas de la personne. Oui. Enfin, faut pas. Non, c'est dans l'interaction. Hein, Voilà. Alors, les deux dernières, ici. Oui, j'avais juste deux questions. La première, c'était est-ce que la triche, parce que là, vos études portaient sur la triche et l'argent, pourquoi est-ce que la triche peut se faire autrement qu'avec l'argent? Et deuxième question, c'était est-ce que si une certaine forme de triche se popularise, est-ce qu'elle pourrait devenir acceptée par pourrait devenir au final normale? Donc, oui, j'ai toujours parlé pour la triche avec de l'argent, mais il y a des expériences où on me le mesure avec d'autres biens. Enfin, mais la mesure de la triche, c'est toujours quelque chose. Enfin, je me souviens d'expériences où il y avait des colocations où c'était des dortoirs et ils avaient mis des canettes de coca dans un frigo commun et ils regardaient combien de canettes de coca disparaissaient au fur et à mesure. Donc c'était ça, mais on a toujours une mesure, la mesure d'un bien matériel, que ce soit de l'argent ou un autre bien, pour la triche. Sinon, vous avez quoi en tête comme mesure de... Ah non, pas du tout. C'était Non. comme ça, pour savoir si... Oui, donc ça a été mesuré autrement qu'avec de l'argent. Dernière question. Moi, je suis très utilisation pratique. Vu la courbe qu'on a vue tout à l'heure sur quand est-ce qu'on est plus enclin à faire quelque chose,
Celle-là est-ce que, d'un point de vue économique, est-ce que c'est plus intéressant, par exemple, au lieu de faire des bonus, de faire le salaire en argent, plutôt de faire un bonus social, par exemple, on reprend l'exemple de la garderie, par exemple, au lieu de payer les gens quand ils arrivent en retard, c'est plus agréable avec les gens qui arrivent à l'heure. Il y a des moments moins agréables. Oui, donc en fait, là, côté appliqué, en fait, la question, c'est toujours celle du comportement désiré. Donc, quand vous voulez appliquer ces recherches, donc dans un but de principal argent, donc en gros, vous engagez quelqu'un pour faire un travail. La question à savoir, c'est quel est le but, enfin, quel est l'objectif, quel est le comportement que je souhaite obtenir de cette personne. Il y a des recherches sur les bonus, notamment sur l'efficacité des bonus chez les dirigeants et chez les gestionnaires, qui montrent que, en fait, quand on parle de sommes très élevées, en fait, l'effet sur la productivité de la personne serait... Mais en fait, l'effet diminuerait avec le temps. Ce qui veut dire que, mécanisme psychologique, mais là, c'est vraiment assez tentatif comme recherche pour l'instant. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand vous augmentez le bonus, jusqu'à un certain moment ça marche, mais à partir d'une certaine somme, la personne va être tellement occupée par l'obtention de son bonus qu'au lieu de réfléchir à son travail, elle va réfléchir à comment j'obtiens mon bonus. C'est-à-dire, quand vous avez un banquier qui, depuis 5-6 ans, a tous les ans obtenu son 13e mois qui a toujours eu un bonus de fin d'année assez élevé, les 3 mois juste avant le bonus, il a une certaine grille d'objectifs à atteindre, et il va plus être dans la réflexion sur qu'est-ce qui va faire dans la réflexion sur l'argent, sur le bonus, comment peut-être il va le dépenser, que sur son travail réel. Donc voilà, donc c'est côté appliqué, je sais qu'il y a ces résultats-là. Et par rapport à ce que vous disiez, moi je pense que pour une garderie, il vaut mieux avoir une norme sociale. En tant que relationnel avec la personne qui garde vos enfants, je pense que ça va de soi que je souhaite me situer plutôt dans une relation sociale avec cette personne-là, parce que j'ai tout un tas de contrats implicites avec cette personne par rapport à la garde de mon enfant. J'attends beaucoup de choses de cette personne, notamment au fait de bien se comporter avec mon enfant, que je souhaite plutôt avoir cette relation, je parle pour moi, dans une relation sociale. Peut-être que mais ça, voilà, c'est à chacun de choisir. S'il souhaite que ce soit une relation d'argent, il va peut-être plutôt favoriser ça. Moi, je ne le souhaite pas. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup encore à vous tous d'être venus si nombreux. Mais même merci, je remercierai même ceux qui sont partis en cours de route. Et n'oubliez pas, nous avons une magnifique petite chouette qui nous accompagne. Et si jamais vous avez des petites piécettes qui traînent dont vous ne savez que faire, et si vous voulez respecter les normes sociales, vous pouvez mettre une petite pièce à l'intérieur. Là, il vous faut quelqu'un qui y va pour mettre une pièce. Comme ça, les gens... Allez, j'y vais. Merci beaucoup. Merci.
c'est fini.